Warhammer 40 000 a beaucoup d'incohérences, beaucoup de soucis vis-à-vis du lore et de sa chronologie. Aujourd'hui, on va parler d'un des événements les plus cataclysmiques, l'un des événements les plus importants, et pourtant l'un des événements avec le moins de sources vis-à-vis des codex et des romans de tout l'univers de 40K. Cet événement s'est passé il y a plus de 60 millions d'années de l'univers de Warhammer 40 000. Qu'on soit bien d'accord, c'est titanesque. Et pourtant, c'est cet événement qui s'est passé 60 millions avant qui a modelé ce que nous avons aujourd'hui de Warhammer 40 000. Les anciens, aussi appelés les Slans, vous pouvez me contredire autant que vous voulez, suffit de lire les premiers livres de la V1 de Warhammer ainsi que les derniers, on n'a pas d'autre nom pour cette faction et il s'agit de la même faction, pas comme dans Warhammer Fantasy. De plus, les Cthans étaient présents, les dieux des étoiles, donc on avait les deux factions pour l'instant les plus puissantes qui existaient à ce moment-là, et en plus de ça, les Nécrontyres, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Nécrons. On va voir que cet événement a littéralement créé et engendré toutes les races connues de la galaxie, dont les Eldar et les Krork qui sont devenus maintenant les Orques. Énormément d'actes sont des conséquences de cet événement tragique, nommé la guerre du ciel, aussi appelée la guerre céleste ou en anglais The War in Heaven. Cet événement est tragique. Bonne chance à tous, car vous allez plonger dans l'un des moments les plus tristes et pourtant les plus importants de Warhammer 40 000. Je pense même que cet événement serait parfait pour Game Workshop et surtout pour Amazon et Henry Cavill pour faire un show, une série ou un film extrêmement épique. Cet événement dont je vais vous parler est le plus épique en termes de grandeur et de puissance intergalactique et il serait parfait s'il était mis au cinéma, surtout grâce à Hollywood. Bienvenue sur la chaîne du Brush Club. Pour rejoindre la communauté, il suffit de s'abonner. Je suis Brush, bonne vidéo à tous. La naissance des entités appelées Cthulhu, et plus tard connues sous le nom de dieu des étoiles, s'est produite en même temps que le moment de la création elle-même, alors qu'elle se formait à partir des vastes énergies insensées libérées pour la première fois par cette masse bouillonnante de forces cataclysmiques. Dans cet entrelacement anarchique de matière et d'énergie, la mer d'étoiles a commencé à tourbillonner, et pendant une éternité, l'univers n'a été rien d'autre que du gaz d'hydrogène chaud et de la poussière élémentaire légère, régie par la force gravitationnelle de milliards de soleils naissants. Bien avant que les premières planètes ne soient formées et refroidies, les premiers êtres véritablement conscients d'eux-mêmes ont émergé dans l'univers, leurs pensées étant enfermées dans les lignes de force produites par le plasma et les éruptions électromagnétiques des étoiles elles-mêmes. Plus tard, ces entités seront connues sous le nom de Cthulhu par les Nécrons, mais au début de leur existence, elles n'avaient rien à voir avec les êtres malveillants qu'elles allaient devenir par la suite. Ils n'étaient guère plus que de monstrueux parasites énergétiques qui se nourrissaient d'énergie solaire des étoiles qui les avaient fait naître, raccourcissant la vie des autres étoiles de la séquence principale de millions d'années standards. Avec le temps, ces vampires stellaires ont appris à se déplacer le long des lignes du flux électromagnétique de l'univers, quittant leur lieu de naissance pour dériver à travers l'éther cosmique vers de nouvelles zones d'alimentation stellaire et recommencer leur cycle de destruction absolument partout. Êtres de pure énergie, ils ne prêtaient aucune attention aux morceaux de matière solide qu'ils croisaient dans le vide spatial. Les feux géothermiques ardents et les faibles champs géométriques de ces planètes naissantes n'étant d'ailleurs pas suffisants pour nourrir leur faim vorace. Pour que vous imaginiez un peu mieux que sont réellement les Cthulhu, voyez-les comme des sangsues que l'on peut retrouver dans des marais qui vont se coller à vous, mais plutôt à une planète, à une étoile, et la dévorer complètement, lui broyer toute son énergie, absolument tout sera retiré de cette étoile afin de les rendre encore plus puissants. Tel est le danger des Cthulhu et de ces fameux dieux des étoiles. Pour mieux comprendre cet événement dont nous allons parler un tout petit peu plus tard, il faut que l'on parle d'une faction, et plus principalement une faction oubliée, que l'on appelle les Anciens. Tout comme les étoiles ont donné naissance à leurs enfants, les planètes de la galaxie naissante de la Voie lactée ont fini par donner naissance à des formes de vie composées de matière qui ont entamé la longue ascension évolutive vers la conscience de soi. Les premiers êtres intelligents de la galaxie, connus pour avoir développé une civilisation suffisamment avancée technologiquement afin de traverser les étoiles, étaient une espèce reptilienne d'êtres appelés plus tard les Anciens. Et ils furent nommés ainsi par les Eldari, qui les connaissent mieux que toutes les autres créations. Les Anciens possédaient une sagesse lente et froide, mais néanmoins profonde, ayant longtemps étudié les étoiles et élevé l'astronomie et la physique à un tel niveau que leur science et leur technologie apparaissent aujourd'hui à l'humanité
comme une sorte d'arcane. Leur compréhension des rouages de l'univers était telle qu'ils pouvaient manipuler des dimensions alternatives et entreprendre de grands travaux d'ingénierie psychique. Les anciens étaient de puissants psychers qui utilisaient régulièrement les pouvoirs du Warp pour une grande variété d'applications technologiques. Ils ont notamment construit un système de portail instantané, plus rapide que la lumière, et cela à travers l'espace Warp. Ces portails reliaient absolument tous les mondes colonies des anciens, et leur permettaient de traverser les vastes gouffres de l'espace en un seul instant, comme un simple pas à travers les myriades de portes Warp qu'ils avaient construits pour relier les mondes de la galaxie. Il s'agissait donc d'un vaste réseau interdimensionnel semblable à la voie du web d'aujourd'hui, qui en est en fait le descendant direct, mais à une échelle beaucoup plus grande et plus avancée. Pour ceux ignorants ce qu'est la voie du web, laissez-moi déjà vous expliquer que les anciens ont créé de nombreuses races. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo que je vous fais afficher juste ici si vous voulez comprendre un peu plus qui sont les anciens. Ça vous permettra de mieux comprendre cette vidéo. Mais pour faire simple, les Aeldari, les orques et les Jokaero et probablement de nombreuses autres races ont été inventés et créés de toutes pièces par les anciens. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les Aeldari, donc les Eldar, ont utilisé et utilisent toujours cette voie du web qui est une autre dimension qui leur permet d'aller à un point A de la galaxie à un point B. Il s'agit d'une manière beaucoup plus sécurisée que d'autres moyens de voyage interdimensionnels, etc. Et justement, grâce à ce réseau, les anciens ont répandu leur progéniture dans absolument toute la galaxie. Mais ils savaient aussi que toute vie était précieuse. Là où ils passaient, ils semaient de nouvelles espèces intelligentes et remodelaient des milliers de mondes pour les faire selon leurs critères environnementaux et géographiquement prédéterminés. Certains membres de la D+ Mechanicus pensent que même Terra a ressenti le contact avec des anciens bien avant que l'humanité ne prenne conscience d'elle-même et de qui elle était. Bien que cette notion d'ailleurs soit considérée au mieux comme une conscience hérétique par l'ecclésiarchie, puisque le credo impérial enseigne que l'humanité a été créée à l'image du dieu empereur, et cela avant que son esprit s'incarne dans la chair physique, il y a des millénaires. La civilisation des anciens a atteint son apogée il y a plus de 60 millions d'années standard. Les anciens sont à l'origine de la création ou de l'évolution génétique de la plupart des espèces intelligentes, comme on l'a dit, et ces factions sont encore actives aujourd'hui. Mais on ignore par contre si elles ont joué un rôle direct dans l'évolution de l'humanité ou non. On ne sait pas si les anciens ont justement créé l'humanité. En réalité, on ne le saura probablement jamais. Car malheureusement, cette partie du lore a été un peu, pour pas dire complètement, mis de côté par Game Workshop, qui malheureusement se focus plus sur l'espèce marine. C'est donc maintenant à vous de gueuler en commentaire pour qu'il nous raconte un petit peu plus cette histoire qui est la guerre dans les étoiles. Pourquoi? Simplement car la guerre des étoiles, donc la The War in Heaven, la guerre céleste, vous allez voir l'un des carnages les plus violents de Warhammer 40 000, mais surtout l'un des moments les plus importants de tout l'univers de 40 000. Et pourtant, on n'a même pas un bouquin dessus. Et ça, c'est bien triste. L'espèce humanoïde qui allait devenir les Nécrons a commencé son existence sous une étoile redoutable, et cela aux confins de la galaxie. Et cette région était connue sous le nom de Halo Stars. Et elle porta ce nom des milliards d'années standards, avant que l'humanité n'évolue sur la vieille Terre. Assaillie à chaque instant par des vents solaires et des tempêtes de radiation intenses, l'espèce de chair et de sang, connue sous le nom de Nécrontyr, est devenue un peuple morbide, dont l'espérance de vie précaire est déchirée par des pertes constantes. Le peu d'informations que l'Impérium de l'Humanité a récupérées sur ces fameux Nécrontyrs indique que leur vie était courte et incertaine, et leur corps flétri et consumé à un âge précoce par leur terrible cancer et autres maladies liées au haut niveau de radiation qui étaient émises par leur soleil. Les Nécrontyrs étaient une race vouée à l'extinction. Les cités Nécrontyrs ont été construites en prévision de la mort prématurée de leurs habitants, les vivants n'étant que des brefs résidents qui gagnaient leur vie à l'ombre des vastes sépulcres et tombes de leurs ancêtres. De même, leur dynastie régnante était fondée sur l'anticipation d'une mort prématurée, et les vivants n'étaient considérés que comme des résidents temporaires, traversant à la hâte les structures les plus permanentes et durables, érigées en l'honneur des morts. Sur la planète des Nécrontyrs, les plus grands monuments ont toujours été construits pour les morts, et jamais pour les vivants. Comprenez bien que l'environnement des Nécrontyrs était extrêmement malsain. Tout ce qui se passait autour d'eux n'était que calamité. Et ça me fait beaucoup penser à certains récits de la Bible entre autres. Poussés par la nécessité, les Nécrontyrs se sont échappés de leur prison Creuset et se sont lancés à la conquête des étoiles.
et cela dans l'espoir de se tailler un empire dans lequel ils pourraient libérer leur espèce des énergies mortelles de leur étoile natale. Grâce à des cryptes de stase et à des vaisseaux torches fonctionnant à l'antimatière et se déplaçant lentement, revêtus du métal vivant appelé nécrodermis pour résister au voyage millénaire dans le vide, les Nécrontyres commencèrent à coloniser des mondes lointains. Peu à peu, les dynasties Nécrontyres s'entendirent de plus en plus, jusqu'à ce qu'une grande partie de l'ancienne galaxie se soumettent à leur autorité. Dès le début, les dirigeants des différentes dynasties Nécrontyres étaient eux-mêmes gouvernés par le Triarque. À savoir que le Triarque est simplement un conseil composé de 3 monarques de la dynastie Nécron, appelés les Phaéron. Le chef du Triarque était connu sous le nom de Roi Silencieux, un nom très important dans l'univers de Warhammer 40 000. Il portait ce nom car il ne s'adressait à ses sujets que par l'intermédiaire des dieux. Vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il portait ce nom? Eh bien c'est simplement car il s'adressait à tous ses sujets que par l'intermédiaire des 2 autres Phaéron qui régnaient à ses côtés. Nominalement héréditaire, la durée de vie incertaine des Nécrontyres a fait que le titre de roi silencieux est passé plusieurs fois d'une dynastie royale à l'autre. Les derniers jours de l'Empire Nécrontyre se sont déroulés sous le règne de Sarek, le dernier des rois silencieux. Au cours de leur lente expansion interstellaire, les Nécrontyres rencontrèrent une espèce ancienne, bien plus ancienne que toutes les autres espèces existantes dans la galaxie connue. Ces êtres étaient les Anciens, et ils étaient les maîtres absolus de formes d'énergie que les Nécrontyres ne pouvaient même pas concevoir, et encore moins manier. Les Anciens avaient depuis longtemps conquis les secrets de l'immortalité, mais ils refusaient de partager le don de la vie éternelle avec les Nécrontyres, malades et mourants. Car je le rappelle, mais ils portaient encore la malédiction génétique de l'étoile, et bien extrêmement violente, sous laquelle ils étaient nés. La colonisation d'une grande partie de la galaxie par des mystiques reptiliens avait été incommensurablement plus rapide et plus étendue que celle des Nécrontyres, et cela grâce à leur porte warp et à leur maîtrise de l'immatérium. Cette situation, ainsi que la durée de vie incroyablement longue, voire carrément immortelle des Anciens, suscita chez les Nécrontyres une rage brûlante et une jalousie incommensurable, qui malheureusement rongea leur culture sur le plan spirituel, autant que les cancers physiques rongeaient leur corps. Les Nécrontyres étaient tout simplement stupéfaits d'apprendre qu'une autre espèce intelligente jouissait d'une vie aussi longue, alors que la leur était brutalement écourtée. D'après eux, cela n'était pas du tout juste. Au fil du temps, les Nécrontyres connurent de nouveaux conflits. Chaque dynastie cherchait à s'approprier son propre destin, et bientôt, les grandes maisons s'engagèrent dans des conflits généralisés, connus sous le nom des guerres de sécession. Si les choses étaient restées en l'état pendant une génération de plus, il est bien possible que les Nécrontyres se soient anéantis. Ils auraient simplement suivi les tant d'autres espèces avant eux, qui se sont simplement entretués. Au fur et à mesure que leur territoire s'étendait et se diversifiait, l'unité qui avait fait la force des Nécrontyres s'est totalement érodée, et des guerres acharnées ont été menées, des royaumes entiers se battant pour gagner leur indépendance. En fin de compte, les Triarques comprirent que le seul espoir d'unité pour leur peuple résidait dans un conflit avec un ennemi extérieur, mais commun. Et malheureusement, peu d'entre eux pouvaient représenter une menace crédible pour les Nécrontyres, car malgré leurs différends et malgré leurs maladies, ils étaient technologiquement très avancés. En réalité, seuls les Anciens constituaient un ennemi potentiel suffisamment puissant pour lier les dynasties Nécrontyres en conflit à une cause commune. Une telle guerre était extrêmement simple à justifier, car les Nécrontyres avaient toujours été irrités par le refus des Anciens de partager le secret de leur vie immortelle. Je le rappelle, mais ils étaient extrêmement jaloux de cet acte d'injustice. C'est ainsi que Sarek, le dernier des rois silencieux, dans un acte typiquement amer de jalousie et de ressentiment envers la race des Nécrontyres, déclara la guerre aux Anciens. Dans le même temps, il offrit l'amnistie à toutes les dynasties Nécrontyres sécessionnistes qui reviendraient de leur plein gré dans le giron du Triarque. Attirés par le butin de la victoire et la promesse de l'immortalité, les royaumes Nécrontyres séparatistes abandonnèrent leur guerre de sécession et ce que l'on appela plus tard la guerre du ciel commença. Un conflit sans précédent éclata dans les étoiles. Mais si le roi silencieux et le Triarque avaient réussi à unir leur peuple haineux, c'était une guerre que les Nécrontyres ne pouvaient pas gagner. En tout cas, ils ne pourraient pas la gagner seuls. Les terribles guerres entre les Anciens et les Nécrontyres qui suivirent, comme on l'a vu que l'on appelle sous le nom de guerre céleste, guerre du ciel, donc de War in Heaven en anglais, en tout cas ces termes viennent du mythe Aeldari, qui arriva après cet événement.
Et cette guerre remplirait une bibliothèque à elle seule. Mais les Nécrontyres ne purent jamais l'emporter. Leur technologie supérieure a toujours été dépassée par celle des anciens, car grâce à leur maîtrise des portails, de la toile et des portes du Warp, les anciens étaient bien au-dessus des Nécrons. Les Nécrontyres furent repoussés, et cela jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'un simple trouble fait pour la domination des anciens sur la galaxie. Ils devinrent une menace silencieuse, s'accrochant à son monde irradié parmi les Holostars, exilés et oubliés. La fureur des Nécrontyres a été refroidie par leur long millénaire d'emprisonnement sur leur planète, se transformant lentement en une haine totale envers toutes les autres formes de vie intelligentes, et une détermination implacable à se venger de tout ennemi apparemment invincible. Mais face à la défaite, l'unité toujours fragile des Nécrontyres commença à se fracturer une fois de plus. La perspective d'un ennemi commun n'avait plus d'emprise sur les dynasties disparates. Des dizaines de générations avaient vécu et étaient mortes au service d'une guerre impossible à gagner. Et de nombreuses dynasties Nécrontyres auraient volontiers demandé la paix avec les anciens, si le triarque encore en place leur avait permis. C'est ainsi que débuta la seconde itération des guerres de sécession, plus étendue et plus ruineuse que toutes celles qui les avaient précédées. Les dynasties Nécrontyres étaient si divisées que, si les anciens l'avaient voulu, ils auraient pu facilement éliminer tous les Nécrontyres. Face à l'effondrement total de leur règne, les triarques cherchèrent désespérément un moyen de rétablir l'ordre. Leurs prières furent exaucées, bien que le prix à payer pour le respect soit incalculablement élevé. C'est sous le règne du roi silencieux Zarek que les Cthulhu, ces êtres d'énergie semblables à des dieux, ont pour la première fois frappé les Nécrontyres. Il est impossible de dire avec certitude comment le Nécrontyre Zarek est entré en contact avec les Cthulhu, bien qu'il existe de nombreux récits trompeurs, contradictoires et partiaux de ces événements. Les archives poussiéreuses du monde tombeau de Solemnas affirment qu'il s'agissait d'un accident, d'une découverte fortuite faite par une sonde stellaire au cours de l'étude d'une étoile mourante. A contrario, dans un livre nommé La Nuit de Deuil, qui est conservé sous bonne garde dans le sanctuaire le plus secret de la bibliothèque noire des Eldari, eh bien, ce livre raconte que la haine brute que les Nécrontyres vouaient aux anciens chantait à travers l'espace, agissant comme une sorte de phare que les Cthulhu ne pouvaient ignorer. Un autre récit affirme que dès les premiers jours de leur civilisation, les scientifiques Nécrontyres se sont lancés dans des études stellaires afin de tenter de comprendre les énergies néfastes de leur propre soleil et de s'en protéger. Après de longs et amers siècles de recherche d'une puissance à libérer sur les anciens, les chercheurs Nécrontyres ont utilisé des sondes stellaires afin de découvrir des anomalies électrodynamiques inhabituelles dans les étoiles les plus anciennes et les plus mourantes de la galaxie. Dans les écheveaux complexes du plasma énergétique de ces soleils, les Nécrontyres découvrirent une intelligence plus ancienne que toutes celles qu'elles avaient pu voir avec les précédentes créations, et étrangement plus puissante et très différente des anciens. Ces créations, que les Nécrontyres ne pouvaient pas encore expliquer, étaient des entités d'énergie pure, qui avaient vu le jour lors de la naissance des étoiles, et cela des millions d'années auparavant. Ces entités n'avaient qu'une vague idée de ce qu'impliquait le reste de l'univers, lorsque les Nécrontyres les découvrirent, car à ce moment-là, ils se nourrissaient encore des éruptions solaires et des orages magnétiques de ces géantes rouges gonflées à bloc. Et voilà l'arme que les Nécrontyres cherchaient depuis longtemps, afin de provoquer la chute des anciens. Ces êtres, ces Cthulhu, ces dieux solaires, étaient des êtres que les Nécrontyres croyaient être la progéniture du dieu de la mort qu'ils vénéraient depuis longtemps. Quelle que soit la manière dont le premier contact a eu lieu, l'ombre des Cthulhu s'est d'abord abattue sur les plus anciennes dynasties du Nécrontyre. Le pouvoir de ces créatures nées des étoiles était incroyable. D'après les Nécrontyres, il s'agissait réellement d'énergie brute d'étoiles animées, et ces derniers décidèrent de les appeler les Cthulhu, ou dieux des étoiles dans leur propre langue. Les Cthulhu étaient dispersés sur des zones plus vastes que des planètes entières, leur conscience étant trop vaste pour que les humanoïdes puissent les comprendre. L'Adeptus Mechanicus ignore comment les Nécrontyres sont parvenus à communiquer avec eux. Comprenant que des esprits aussi diffus ne pourraient jamais percevoir l'univers matériel sans se manifester sous une forme matérielle. Certains Nécrontyres recherchaient activement les faveurs des Cthulhu et supervisèrent les fabrications d'enveloppes physiques pour les Cthulhu. Ces fabrications étaient coulées dans le métal vivant, appelé nécrodermis, qu'ils utilisaient autrefois pour les vaisseaux torches coloniaux. Les légendes des Aeldari racontent que des courants translucides de force électromagnétique se déplacent dans l'espace, tandis que les vampires stellaires s'enroulent dans leur nouveau corps dans le monde physique, à travers un pont incorporel de lumière stellaire. J'ai quand même à le rappeler que les mythes Aeldari des Eldar
sont quand même inspirés des elfes que l'on peut retrouver dans l'univers de Tolkien et de beaucoup d'autres univers. Donc leur mythologie est quand même très féerique. Ainsi vêtus de leur armure, les Cthulhu prirent la forme physique des dieux à moitié oubliés des Nécrontyres, dissimulant leur véritable désir sous des manteaux de soumission obséquieuse. Des formes incompréhensibles furent comprimées dans le métal vivant des corps nécrodermis que les Nécrontyres avaient donc forgés, tandis que la puissance totale des Cthulhu prenait enfin forme. Au fur et à mesure que les Cthulhu concentraient leur conscience et devenaient de plus en plus conscients dans leur nouveau mode d'existence, ils en vinrent à apprécier les plaisirs offerts aux êtres de matière et les autres réalités de la vie corporelle. Les gouttes d'énergie électromagnétique délicieusement concentrées émises par les corps physiques des Nécrontyres, et cela tout autour d'eux, éveillèrent une nouvelle faim chez les Cthulhu. Une nouvelle faim très différente de celle qu'ils avaient jadis assouvie, en utilisant les énergies nourrissantes mais essentiellement insipide des étoiles. C'est ainsi que l'un des Cthulhu se présenta devant le roi silencieux Sarek, et il le fit en tant que précurseur de la venue de ses frères. Parmi les siens, ce Cthulhu était connu sous le nom de Mephetran, le trompeur, car il était délibérément perfide. Le roi silencieux ne connaissait pas la véritable nature de ce Cthulhu, et donc il lui accorda une audience. Le trompeur parla d'une guerre, menée bien avant la naissance des Nécrontyres, entre les Cthulhu et les Anciens. C'était une guerre, disait-il, que les Cthulhu avaient perdue. Dans la foulée, et craignant la vengeance des Anciens, lui et ses frères s'étaient cachés, espérant un jour trouver des alliés avec lesquels ils pourraient enfin faire rendre des comptes aux Anciens. En échange de cette aide, le trompeur assura que lui et ses frères fourniraient tout ce que les Nécrontyres désiraient, ce qui signifie que l'unité pourrait à nouveau être la leur, et l'immortalité qu'ils recherchaient depuis si longtemps serait enfin à leur portée. Le trompeur insista sur le fait que ces cadeaux n'auraient aucun prix, car il ne s'agissait que d'avantages accordés à des précieux alliés. C'est ainsi que parlait le trompeur. Et qui peut dire quelle est la part de vérité dans son récit? Car il est douteux que même le trompeur le sache, car la tromperie est devenue une telle partie de son existence que même les Cthulhu ne peuvent plus en deviner la racine. Le trompeur était devenu un mythomane, si je puis me permettre. Et tel un mythomane, il ne sait plus quelle est la réalité du faux. Il ne peut plus faire la différence, et il sera capable de vous faire croire n'importe quoi, car il y a de fortes chances que lui-même y croit. Malgré tout cela, ces paroles eurent de l'influence sur Sarek, qui, comme ses ancêtres avant lui, désespérait des divisions qui déchiraient à nouveau son peuple. Pendant de longs mois solaires, il débattit de la question avec les deux autres Faerûn du Triarque et les nobles de sa cour royale. La seule voix discordante fut celle d'Orican, l'astrologue de la cour du Triarque, qui prédit que l'alliance entre les Nécrontyres et les Cthulhu entraînerait une renaissance de la gloire, mais détruirait à jamais l'âme du peuple des Nécrontyres. Malgré l'avertissement de l'oracle, le désir et l'ambition l'emportèrent rapidement sur la prudence, et la prophétie d'Orican fut rejetée. Un an après que le trompeur, le Cthulhu menteur, eut présenté sa proposition, le Triarque accepta l'alliance, ce qui condamna ainsi toute l'espèce des Nécrontyres. De leur côté, les Nécrontyres ne tardèrent pas à s'émerveiller de leur découverte, et les Cthulhu prirent le contrôle de leur bienfaiteur. Les pouvoirs des Cthulhu, qui se manifestaient dans le monde physique, s'apparentaient à ceux d'un dieu, et il ne fallut pas longtemps pour que les Cthulhu soient vénérés comme des dieux des étoiles. Peut-être avaient-ils été souillés par l'univers matériel dont ils faisaient partie, ou peut-être cela avait-il toujours été leur nature, même lorsqu'ils étaient liés au soleil dont ils se nourrissaient. Mais les Cthulhu se révélèrent aussi cruels et capricieux que les étoiles dont ils étaient issus. Ils se délectèrent bientôt du culte religieux des Nécrontyres, et se régalèrent des énergies vitales électromagnétiques d'innombrables esclaves mortels. Armés d'armes d'une puissance divine et de vaisseaux capables de traverser la galaxie en un clin d'œil, et cela grâce à la technologie de la phase quantique, les Nécrontyres se tenaient prêts à reprendre la guerre contre les Anciens. Mais les Cthulhu avaient un autre cadeau pour leur sujet mortel. Ils offrirent alors aux Nécrontyres une voie vers l'immortalité, mais aussi à la stabilité physique dont le respect savait toujours rêver. Leur chair malade serait remplacée par le métal vivant de la nécrodermie, qui constituait les formes physiques de leurs dieux stellaires. Leur enveloppe organique serait consommée, et leur forme métallique et froide serait alors libre de poursuivre leur grande vengeance contre les Anciens et le reste d'un univers détestable. Après ce cadeau, ils seraient libérés à jamais des faiblesses de leur chair qu'ils détestaient tant. Le pacte entre les Nécrontyres et les Cthulhu était scellé,
Les dieux des étoiles révélèrent la forme que prendrait l'immortalité pour les nécrontyres. Et le grand processus de biotransfert commença enfin. De vastes biofonderies furent construites, et le peuple du roi silencieux s'y rendit conformément aux termes du pacte qu'ils avaient conclu avec l'Ectane. Il est impossible de savoir quelle procédure blasphématoire les nécrontyres subirent dans les biofourneaux en furie, mais il est certain que chacun fut dépouillé de sa chair et de son âme. Tous les corps furent remplacés par une carapace de métal vivant de nécrodermis. Au-dessus de chaque fournaise, les formes éthérées d'Ectane plongeaient en piqué et se gavaient des détritus spirituels et électromagnétiques d'une espèce tout entière. Ce n'est que lorsque le roi silencieux lui-même émergea du processus de biotransfert et qu'il regarda ce qu'était devenu son peuple, qu'il vit l'horrible vérité du pacte qu'il avait conclu. Si l'immortalité, la force et la vigueur dignes d'un dieu lui étaient acquises, c'était au prix de son âme, dont le reste éthéré avait déjà été aspiré par l'Ectane qui volait encore au-dessus de lui. En regardant l'Ectane se repaître de l'essence vitale de tout son peuple, Sarek réalisa la terrible profondeur de son erreur. À bien des égards, il se sentait mieux qu'il ne l'avait jamais été depuis des décennies de nécrontyre, les innombrables douleurs et incertitudes de la vie organique étant désormais derrière lui. Son nouveau corps de machine était bien plus puissant que la forme frêle qu'il avait tolérée pendant si longtemps, et ses pensées étaient bien plus rapides et plus claires qu'elles ne l'avaient jamais été. Pourtant, un vide terrible rongeait son esprit, un vide spirituel inexprimable qui défiait toute explication rationnelle. À cet instant, il sut avec une froide certitude que le prix de l'immortalité physique avait été la perte de son âme. C'est avec une grande tristesse que le roi silencieux contempla le sort qu'il avait réservé à tout son peuple. Les nécrontyres n'étaient plus qu'un souvenir, et les nécrons, sans âme et impérissables, avaient été réincarnés à leur place. Pourtant, si le prix à payer avait été élevé, le biotransfert avait tenu toutes les promesses faites par l'Ectane. Même les plus humbles nécrontyres étaient désormais bénis par l'immortalité. L'âge et les radiations ionisantes ne pouvaient donc guère éroder leur nouveau corps mécanique, et seules les blessures les plus terribles pouvaient les détruire complètement. Malgré la fourberie, l'Ectane avait tenu la promesse de soigner de toutes les maladies potentielles et que les nécrontyres avaient déjà eues. Le processus de biotransfert avait intégré des protocoles de commande engrammatique dans l'esprit de chaque nécron, ce qui signifie que cela conférait à Sarek la loyauté inébranlable de tous ses sujets. Chacun des nécrons avait été lobotomisé, si on veut, et était donc devenu une sorte d'esclave. Je me dis d'ailleurs heureusement que vu que c'est devenu des esclaves et que la hiérarchie peut donc contrôler certains nécrons, heureusement qu'ils n'ont pas fait des couleurs différentes entre les factions. Je veux dire, ça aurait fait un truc un peu racial, non, vous trouvez pas? Non mais en fait c'est ce qu'ils ont fait. Il y a des nouvelles factions après de nécrons qui vont arriver, chacune avec des couleurs différentes. Je suis désolé, mais c'est horriblement drôle. Revenons-en à l'histoire. Dans un premier temps, le roi silencieux se réjouit de cette unanimité, si je puis dire, car il s'agit d'un répit bienvenu après le chaos et les dissensions qui ont consumé l'Empire Nécron au cours des dernières années. L'espèce entière était désormais sous son commandement, et il incombait donc aux Nécrons d'honorer leur part du terrible marché qu'ils avaient conclu, sans réellement s'en rendre compte. Au fil du temps, Sarek se lassa de son fardeau, mais il n'osa pas rompre les protocoles de commandement, de peur que ses sujets ne se retournent contre lui pour se venger de la terrible malédiction qu'il leur avait infligée. Le biotransfert n'avait laissé derrière lui que les échos fantomatiques des consciences du nécrontyre. Car seuls quelques nécrontyres, parmi les plus volontaires de la noblesse et de l'armée, avaient conservé leur intelligence et leur conscience de soi. Et même eux n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils avaient été tous purgés d'une grande partie de ce qui avait fait d'eux des individus uniques. Ils ont perdu leur raison d'être, si je puis dire. Mais contrairement au roi silencieux, la plupart des nécrons ne se soucièrent pas du tout de leur perte. Tout ce qui comptait pour eux, c'était de vivre éternellement sans maladie ni mort, comme l'avait promis leur dieu des étoiles. Renouvelé et plus puissant que jamais, après avoir dévoré les âmes d'une espèce entière, l'Ectane était désormais inarrêtable. Et avec les légions impérissables des nécrons marchant dans leur sillage, les anciens étaient condamnés. Il ne restait plus qu'une seule chose des anciens nécrontyres. Et cette chose est leur haine brûlante pour toutes les autres espèces vivantes et intelligentes de l'univers. Je le rappelle, les Nécrons sont l'une des factions les plus racistes de 40K. Mais réellement, hein, là pour le coup c'est vraiment raciste. Xénophobe est le terme je pense un peu plus correct. Mais certes, ça reste marrant. Des légions de ces éternels guerriers de métal vivant s'élancèrent dans la galaxie à bord de leur vaisseau tombe et les étoiles brûlèrent dans leur sillage.
La maîtrise du Warp par les anciens était désormais contrecarrée par la suprématie d'Ectane sur tout l'univers physique, et les anciens ennemis des Nécrons souffrirent beaucoup dans le massacre interstellaire qui s'ensuivit. L'Ectane et les Nécrons ne faisaient plus qu'un. Les anciens étaient désormais condamnés à la défaite. Se nourrissant de la force vitale des Nécrontyres, l'Ectane, fort de leur pouvoir, purent déchaîner des forces qui dépassaient l'entendement. Des planètes furent rasées, des soleils éteints et des systèmes stellaires entiers dévorés par des trous noirs créés par les pouvoirs de distorsion de la réalité des dieux des étoiles. Les légions de Nécrons finirent par franchir la passerelle et assaillir les anciens aux quatre coins de la galaxie. Elles assiégèrent les forteresses de nombreux alliés des anciens parmi les jeunes espèces intelligentes de la galaxie, récoltant la force vitale des défenseurs pour nourrir leur vorace maître Ctan. Les Nécrontyres étaient devenus les marionnettes parfaites. Au cours des dernières années de la guerre du ciel, l'un des principaux facteurs de l'ascension des Nécrons a été leur capacité à accéder enfin à la voix des anciens. Le Ctan, connu sous le nom de Niadrazat, le brûlant, désirait depuis longtemps porter ses feux immondes dans cet espace au-delà de l'espace. Et il montra donc aux Nécrons comment franchir ces frontières extradimensionnelles. Grâce à une série de portals de pierre vivante, connus sous le nom de Porte des Dolmens, les Nécrons purent enfin retourner contre eux la plus grande arme des anciens, ce qui accéléra considérablement la fin de la guerre du ciel. Je le rappelle, la plus grande force des anciens reste leur portail à travers la voie du web, comme j'aime bien l'appeler, mais on me vanne souvent là-dessus, simplement la toile. Il s'agit d'une autre dimension, une dimension de poche, si je puis dire. Il faudra en parler une fois plus en détail pour que vous compreniez mieux. Aujourd'hui, nous allons simplement continuer cette histoire. Les portails offerts par ces fameuses portes des Dolmen Gates, justement, ne sont ni aussi stables, ni aussi contrôlables que les entrées naturelles de la toile, qui sont disséminées dans toute la galaxie. En effet, de manière assez curieuse, la toile peut détecter que ces environs ont été pénétrés par une porte de dolmen, et ces mécanismes arcaniques tentent rapidement de sceller l'endroit infecté du reste de la dimension du labyrinthe, jusqu'à ce que le danger pour son intégrité soit écarté totalement. Ainsi, les Nécrons qui pénètrent dans la toile doivent atteindre rapidement leur destination à travers ces couloirs extradimensionnels qui sont toujours en mouvement, de peur que le réseau lui-même n'entraîne leur destruction. Bien sûr, à l'époque de ce récit, des éons se sont écoulés depuis que les Nécrons ont utilisé les portes du dolmen pour attaquer leur ennemi juré. Les anciens ont disparu et la voie du web elle-même est devenue un labyrinthe enchevêtré et brisé. De nombreuses portes de dolmen ont été perdues ou abandonnées pendant le grand sommeil des Nécrons, et beaucoup d'autres ont été détruites par les Aeldari, les successeurs des anciens, en tant que gardiens de la voie. Ceux qui restent n'ont accès qu'à une petite partie de l'immense labyrinthe qu'est cette voie, dont une grande partie a été volontairement scellée par les Aeldari afin d'éviter toute nouvelle contamination, et c'est ça la réelle raison pour laquelle ils ont voulu fermer cet endroit. Pourtant, la toile est immensément vaste, et même ses échevaux déchiquetés permettent aux Nécrons d'utiliser un mode de déplacement bien supérieur à celui des races plus jeunes. En tant qu'espèce dépourvue de psycheurs en raison de la perte de leurs âmes au cours du processus de biotransfert, les Nécrons sont également incapables de voyager en distorsion, et sans accès à la toile, ils seraient contraints de s'en remettre une fois de plus à des vaisseaux de stase qui voyagent lentement, ce qui les condamnerait à l'isolement interstellaire. Pour comprendre cela un peu mieux, comprenez bien que les Psykers, donc les mages de Warhammer 40 000, permettent d'avoir une connexion au Warp, la dimension des démons, et c'est ainsi que les vaisseaux peuvent voyager rapidement d'un point A de la galaxie, par exemple, tout en haut, imaginons tout à l'ouest, et qui veulent aller tout au sud-est, à l'opposé, cela prendra une fraction de seconde, alors que s'ils devaient le faire sans passer par la dimension des démons, du Warp du coup, cela prendrait peut-être des milliers, voire des millions d'années. Alors que là, en une semaine, un mois ou 6 mois, cela peut se produire. Mais attention, cette dimension du Warp est aussi très différente, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Si vous faites un saut à travers le Warp, peut-être que pour vous dans le vaisseau, vous allez simplement subir une semaine sur votre corps, parce que vous êtes dans une dimension spécifique, mais dans le monde réel, il se sera peut-être passé 6 mois. Suite à ces victoires, l'Ectane et leurs serviteurs Nécrons impérissables dominaient désormais la galaxie. Les derniers bastions planétaires des anciens furent assiégés, et les espèces intelligentes qu'ils avaient autrefois nourries devinrent du bétail pour la faim obscène d'Ectane. Pour les jeunes espèces intelligentes de la galaxie, les Nécrons et leurs dieux des étoiles étaient des maîtres cruels, prélevant sans ménagement leur population afin de nourrir la faim incessante d'Ectane en matière d'énergie vitale. L'Ectane étaient des figures de terreur qui exigeaient à la fois l'adoration et la crainte des mortels. Pour des raisons inconnues, mais probablement parce que leur soif individuelle d'énergie vitale ne connaissait pas de réelles limites,
les Cthans ont fini par se battre entre eux pour le sport et par dépit. Chez les Eldari, un ancien mythe veut que leur dieu rieur ait piégé le Cthàn connu sous le nom de l'Outsider, pour qu'il se retourne contre ses frères et commence leur longue guerre pour l'ascension. Au cours de la lutte des Cthans, les uns contre les autres, des planètes entières ont été rasées, des étoiles se sont éteintes et des systèmes solaires entiers ont été dévorés par des trous noirs déchaînés. C'est important de préciser que, vu que ces êtres sont des dévoreurs d'étoiles, comprenez bien qu'ils pouvaient probablement créer des trous noirs. Ou du moins, les actes qu'ils allaient faire en bouffant une étoile pouvaient provoquer des choses extrêmement désastreuses pour la galaxie. De nouvelles villes ont été construites grâce aux efforts de millions de personnes, et cela avant d'être détruites à nouveau par les Cthans. Les récoltes rouges des Cthans et de leurs serviteurs Nécrons s'amenuisant, les Cthans finirent par dévorer les autres Cthans, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques-uns dans l'univers et qu'ils rivalisent entre eux pendant une longue période. Finalement, même les anciens, qui s'étaient autrefois distingués par leur patience et leur volonté inébranlable, devinrent désespérés face à l'assaut des Nécrons. Ils utilisèrent leurs grandes compétences scientifiques pour concevoir génétiquement des êtres intelligents ayant un lien psychique encore plus fort avec le Warp, dans l'espoir de créer des serviteurs capables de canaliser la puissance psychique afin de se défendre. Ils nourrirent de nombreuses espèces de guerriers potentiels, parmi lesquels on pense que se trouvent les premiers membres de l'espèce Aeldari et de nombreuses autres races Xéno, dont les Rashan, les Knib, les Krork et bien d'autres. Et je maintiens une chose très importante, il faut bien préciser que l'on pense que cela est arrivé, car je le rappelle, mais dans Warhammer 40 000, le récit de Warhammer est décrit par quelqu'un venant de l'Imperium, la personne qui nous raconte les codex, la personne qui nous raconte simplement les romans de Warhammer 40 000 reste d'une certaine manière quelqu'un de neutre ou plus ou moins impérial. Ce qui signifie que ce que les mythes Eldar, donc de ces fameux événements par exemple de la guerre céleste, ou que les mythes Nécrons, que les mythes des Cthans, que les mythes des Orques, sont des observations faites ou des oui-dire, des rumeurs colportées par certaines races Xéno et que certains, on va dire, membres de l'Imperium ont entendu. Il est très important d'avoir cette information car beaucoup de gens vont parler dans les commentaires de certaines vidéos, des miennes, d'autres personnes, disant que ce que la personne dit en face est faux. Par exemple, ce que je viens de vous dire, beaucoup de gens ignorent que les Slann et les anciens dans Warhammer 40 000 sont la même faction. Alors que justement, comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, dans Warhammer Fantasy, ces deux factions existent, mais elles sont deux factions distinctes. Il y a plein de choses dans Warhammer 40 000 qui n'ont pas forcément de sens, simplement le lore a évolué d'une manière ou d'une autre pour des raisons qui se trouvent derrière des portes fermées par Game Workshop. Et on peut que théoriser sur les raisons de ces événements. On n'aura jamais de vérité absolue qui nous sera dévoilée, sauf si un livre sort sur le sujet. Mais je vous le rappelle, il s'agit d'un univers de fiction. Gardez votre âme d'enfant, gardez votre âme créative et imaginez tout cela avec votre vision. Il n'y a pas de vision absolue. Il n'y a pas de lore absolu. On parle bien d'un univers qui doit vous faire kiffer avant tout. Simplement. De plus, les retcons sont extrêmement fréquents. Game Workshop modifie souvent des choses, mais pour moi ça ne veut pas dire que le passé est à oublier, il est simplement plus canon, mais probablement vrai. Et la nuance est importante. Continuons notre histoire. Des millénaires terriens s'écoulèrent, alors que les créations et les expériences des anciens portaient enfin leurs fruits, tandis que les Cthans et leurs serviteurs Nécrons continuaient d'anéantir la vie dans toute la galaxie. Les serviteurs des anciens, dotés de pouvoirs psychiques, se sont répandus dans la galaxie, luttant contre la technologie avancée des Nécrons grâce à la puissance psychique de leur magie issue du Warp. Face à ce nouvel assaut, l'empire des Cthans fut totalement brisé, car les forces psychiques de l'Immaterium étaient anathèmes pour des entités sans âme, dont l'existence était entièrement contenue dans des modèles purement physiques de force et électromagnétiques. Malgré toutes les destructions qu'ils ont pu déclencher, ils n'ont pas pu arrêter l'avancée inexorable des anciens et des jeunes races à travers les étoiles. Les Cthans restants, unis par cette grande menace pour la première fois depuis des millions d'années terriennes, cherchèrent un moyen de vaincre les énergies de l'âme des jeunes espèces. À ce moment-là, ils mirent en place une grande protection, un plan visant à vaincre à jamais les sorcelleries psychiques des anciens, en isolant l'univers matériel du Warp. Un plan dont les premiers fruits pouvaient être trouvés sur les mondes forteresses impériales de Cadia, sous la forme de grands pylônes qui jonchaient la surface de ce monde en réseau complexe et créaient la zone de stabilité spatio-temporelle près de l'œil de la terreur, connue sous le nom de la porte de Cadia. Avec leur pouvoir de dieu, ce n'était qu'une question de temps
avant que les Cthulhu ne réussissent leur tâche. Mais avant que leur grand œuvre ne soit achevé, les graines de destruction que les anciens avaient semées des millénaires auparavant provoquèrent un cataclysme imprévu. Les problèmes de croissance et les failles psychiques collectives des jeunes espèces jetèrent le trouble dans les énergies inexploitées et psychiquement réactives de l'immatérium. La guerre, la douleur et la destruction se reflétèrent dans les profondeurs sans fond de la mer des âmes qu'était le Warp. Le maelstrom d'âmes libéré dans l'immatérium par le carnage de la guerre du ciel se rassembla dans les énergies auparavant informes du Warp. Les anciennes entités qui existaient dans l'immatérium se transformèrent en terrifiants prédateurs psychiques, déchirant les âmes des psychers vulnérables, tandis que leur propre environnement était déchiré et reforgé dans le royaume du chaos. Les habitants du Warp, rendus frénétiques par le conflit dans le matérium, s'agglutinèrent avec voracité aux fissures entre l'immatérium et l'univers matériel, cherchant de nouveaux moyens de pénétrer dans le royaume physique. Et comme dirait mon père, avec un peu de lubrifiant, tout passe. J'étais obligé. Les anciens ont créé de nouvelles espèces de guerriers génétiquement modifiés, afin de défendre leur dernier bastion. Et notamment les Jokaero qui imitent la technologie, donc les orang-outans de Warhammer, mais aussi les redoutables Krork à la peau verte, qui sont les ancêtres des orques d'aujourd'hui. Mais malheureusement, malgré toutes ces nouvelles races inventées par les anciens, il était déjà bien trop tard. Le réseau intergalactique des anciens a été percé depuis l'immatérium, et perdu totalement pour eux. Plusieurs de leurs portes Warp ont été détruites de leurs propres mains, afin d'empêcher les entités du Warp de se répandre sur les mondes non corrompus, et les plus grandes œuvres et lieux de pouvoir des anciens ont été envahis par les horreurs que leur propre création avait déchaînées. Les plus terrifiantes de ces horreurs étaient les Enslavers, des entités du Warp dont la capacité à dominer l'esprit des jeunes espèces et à créer leur propre portail vers le royaume matériel à l'aide de psychers mutants, et posséder, les amenait à se manifester en nombre toujours plus grand. Pour les anciens, ce fut le désastre final, car les Enslavers prirent le contrôle de leurs serviteurs. La boîte de Pandore déclenchée par la création des jeunes espèces a finalement dispersé les derniers anciens et brisé leur pouvoir sur la galaxie, une fois pour toutes. La vie s'est trouvée au bord de l'apocalypse pendant la guerre des cieux, entre les anciens et les Cthulhu. Aujourd'hui, alors que les Enslavers ont ouvert une brèche dans l'immatérium dans les proportions épidémiques, les survivants semblent condamnés. Et j'ai d'ailleurs une très mauvaise nouvelle par rapport aux Enslavers, dont peu de gens sont malheureusement au courant. Déjà, cette race est extrêmement ancienne, comme on peut le voir, extrêmement puissante. Ils pouvaient littéralement détruire tous les Psychers et se connecter à eux comme des bandes Wi-Fi. Le souci, c'est que ces choses, déjà, regardez-moi la gueule de ces merdes, ça ressemble à des énormes tiques ou des sangsues qui te bouffent le cul et se gonflent de sang. Mais probablement ils gonflent en te prenant toutes tes capacités psychiques. Le problème, comme on va pouvoir le voir plus tard, c'est que ces créatures sont de retour. Je vous montre une image à la fin pour que vous compreniez mieux, malheureusement ça fait flipper, pour l'avenir de Warhammer 40 000. Coucou. Finalement assaillis par l'implacable attaque des Cthulhu et les périls calamiteux engendrés par le Warp qu'ils avaient eux-mêmes déclenché par erreur, les anciens furent vaincus, dispersés et finalement détruits, car de nombreuses fois les anciens ont été battus durant des combats, mais ils se sont regroupés pour ensuite refaire des colonies, mais malheureusement, cette fois, c'était la dernière. Et pourtant, on ne sait pas réellement si l'espèce s'est éteinte totalement, ou si elle a simplement fui la galaxie pour chercher un nouveau refuge ailleurs. Au cours des dernières phases de la guerre du ciel, Sarek attendit le moment où les Cthulhu se montreraient les plus vulnérables. Même s'il était désormais aux commandes de toute l'espèce Nécron, le roi silencieux ne pouvait espérer s'opposer aux Cthulhu au sommet de leur puissance, et même s'il y parvenait, les Nécrons devraient alors terminer la guerre du ciel, seuls, contre les anciens, et leur espèce alliée de plus en plus puissante. Et non, les anciens devaient être complètement et totalement vaincus, avant que les Cthulhu puissent être amenés à rendre compte de l'horreur qu'ils avaient provoquée chez les Nécrontyres. Ainsi, lorsque les Cthulhu remportèrent enfin leur grande guerre, leur triomphe fut extrêmement bref. Après la défaite d'un ennemi détesté et l'épuisement de l'autre, le roi silencieux conduisit enfin les Nécrons à la révolte. Dans leur arrogance, les Cthulhu ne se rendirent compte du danger que bien trop tard. Les Nécrons concentrèrent les énergies inimaginables de l'univers vivant dans des armes, des hypercanons tueurs de dieux, conçus par les meilleurs cryptèques de la galaxie. À savoir que les cryptèques sont simplement ceux qui vont révolutionner la technologie des Nécrons, vous le verrez une autre fois. Ces armes étaient bien trop puissantes pour que même les dieux des étoiles puissent les endurer. Même les grands seigneurs des couronnes Nécrons ne se souviennent pas des batailles contre les dieux des étoiles, car la causalité elle-même a été endommagée par les forces déchaînées pour démembrer les Cthulhu, et le roi silencieux avait l'habitude de retirer à ses guerriers la connaissance des terribles armes employées après coup, par crainte de ce qu'ils pourraient en faire plus tard.
Hélas, les Cthulhu étaient des créateurs stellaires immortels, qui faisaient partie du tissu fondamental de la réalité, et qu'il était donc pratiquement impossible de détruire. Ainsi, chaque Cthulhu était divisé en milliers de fragments énergétiques plus petits et moins puissants. C'est ce que l'on appelle les chars de Cthulhu. Chacun ayant la personnalité de l'entité entière. Mais ce résultat était suffisant pour les objectifs du roi silencieux. En effet, il savait que la destruction ultime des Cthulhu était impossible, et il avait élaboré ses plans en conséquence. Chaque éclat de Cthulhu, nouveau-né, était lié à un labyrinthe multidimensionnel de Tesseract, aussi emprisonné et sécurisé qu'un djinn terrien légendaire pris au piège dans une bouteille. Alors par contre, pour le coup, pas besoin de frotti-frotta Aladdin pour qu'ils sortent de là, je peux vous assurer qu'avec les Nécrons, rien ne ressortira de là, et ils utiliseront simplement les Cthulhu comme des armes vivantes. Bien que le prix de la victoire ait été très élevé, car, je le rappelle, mais des milliers de Nécrons ont été détruits à la suite de leur rébellion, y compris tous les membres du Triarque à l'exception du roi silencieux, malgré cela, les Nécrons étaient à nouveau maîtres de leur destin. Ou du moins, certains d'entre eux, les plus puissants, qui avaient une capacité plus ou moins mentale. Les Nécrons se sont vus justifiés dans leur poursuite de la science et du contrôle du monde matériel, et ont certainement pris plaisir à voir la civilisation des anciens s'effondrer, suite à leur abus de pouvoir psychique et à la fin de la domination des Cthulhu sur leur espèce. Pourtant, même après la défaite des anciens et des Cthulhu, le roi silencieux vit que le temps des Nécrons dans la galaxie était révolu. Mais cela uniquement pour le moment. Ils allaient laisser les Enslavers s'emparer de ce qui restait de la vie intelligente dans la galaxie, et ainsi la laisser devenir un désert interstellaire. L'essaim Psyker allait alors s'étendre. Et avec le temps, la galaxie évoluerait vers de nouvelles formes de vie, moins sophistiquées et plus faciles à dominer. De plus, les Nécrons comprenaient que le manteau de la domination galactique allait bientôt passer aux Eldari, qui, je le rappelle, sont l'une des espèces dotées de pouvoirs psychiques qui avaient combattu aux côtés des Anciens pendant la Guerre du Ciel, ceux qui ont donc été créés par les Anciens. Et évidemment qui en étaient venus à haïr les Nécrons et toutes leurs œuvres avec la passion brûlante qui est la caractéristique principale de cette espèce. Les Eldari avaient survécu là où les Anciens n'avaient pas survécu, et les Nécrons affaiblis par les vies et les ressources qu'ils avaient dépensées pour renverser le pouvoir des Cthulhu ne pouvaient pas réellement leur faire face. Pourtant, le roi silencieux savait que le temps des Eldari finirait par s'écouler, comme il doit s'écouler pour tous les êtres encore enveloppés de chair. Il faudrait des millions d'années terriennes pour que le pouvoir des Eldari s'estompe, mais ce qui comptait, c'est que les Nécrons seraient là pour en profiter. C'est ainsi que le roi silencieux ordonna que les dernières cités Nécrons soient transformées en grands complexes funéraires parsemés de cryptes de stase. Sarek voulait laisser les Eldari façonner la galaxie pour un certain temps. Après tout, ils n'étaient qu'éphémères, tandis que les Nécrons étaient impérissables et éternels. Le dernier ordre du roi silencieux à son peuple fut de dormir pendant l'équivalent de 60 millions d'années, mais de se réveiller prêts à reconstruire tout ce qu'ils avaient perdu et à redonner aux dynasties Nécrons leur gloire d'antan. Ce fut le dernier ordre du roi silencieux, et alors que le dernier monde tombeau scellait ses voûtes souterraines, Sarek détruisit les protocoles de commandant grammatique par lesquels il avait contrôlé son peuple pendant si longtemps, car il avait totalement échoué, et d'une certaine manière, il les avait trahis. Sans un regard en arrière, Sarek, le dernier des rois silencieux du Triarque, s'embarqua dans le vide étoilé de l'espace intergalactique à la recherche d'un peu de réconfort ou de pénitence. Pendant ce temps, les éons passaient, et les Nécrons continuaient à dormir. Leur esclave machine et leur construction les gardant pendant leur sommeil sur des mondes tombes qui avaient été purgés de toute vie pour empêcher les Enslavers de s'approcher de leurs portes. Ce plan a fonctionné avec un succès étonnant, jusqu'à ce que les Nécrons soient réveillés par les forces de l'Imperium au 41e millénaire afin de ravager la galaxie une fois de plus. Ils découvrirent un nouvel âge inattendu de civilisation et de guerre interstellaire, semblable à celui qu'ils avaient laissé derrière eux 60 millions d'années standards auparavant. La galaxie s'épanouit à nouveau, mais elle est encore envahie de Psykers latents et adorateurs des énergies infernales de la guerre du chaos qui se sont déchaînés pour la première fois pendant la guerre du ciel. Il faudra du temps et de nombreuses machinations pour que les dynasties Nécrons retrouvent leur place légitime en tant que souverains de la galaxie. Les agents du chaos doivent être renversés, les dangereux Eldari, héritiers du manteau des anciens, éliminés, l'humanité subjuguée, et le grand travail consistant à couper l'univers matériel du Warp, achevé, avant qu'une nouvelle ère de domination Nécron ne puisse réellement commencer. Mais les Nécrons n'ont pas d'âge et sont impérissables, leur technologie restant inégalée par les jeunes espèces stellaires, et le temps est toujours de leur côté. Car il reste les Nécrons,
les seules créatures immortelles et impérissables. Que pouvons-nous réellement faire face à une faction qui ne subit pas les déprédations du temps? Nous sommes incapables de réellement les combattre, car au final, le seul moyen de les détruire complètement est de les éradiquer jusqu'au dernier. Mais en réalité, certains mondes tombeaux sont encore introuvables et encore cachés. Certains sont encore endormis. Alors même si l'on croit avoir détruit tous les nécrons d'une dynastie, peut-être qu'une dernière est encore endormie. Voici le réel problème des nécrons. Et bienvenue dans le monde de 41e millénaire. Un monde qui a été forgé par la guerre céleste entre les anciens, les Ktans et les Nécrontyres. Un événement qui a démarré l'univers que l'on connaît aujourd'hui. Un événement malheureusement qui n'a pas été mis à jour depuis des années dans l'univers de Warhammer 40 000. Depuis toujours, nous n'avons pas eu de roman Black Library sur cet événement. Et j'espère un jour que l'on aura les réponses à toutes les questions qu'on se pose, car il en reste beaucoup trop. Cet événement a été réellement compliqué à mettre en place, je pense, par Game Workshop, étant donné qu'il est autant vieux. Et pourtant, il a énormément de conséquences, comme on a pu le voir. Mais en réalité, je pense que nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux lore venant de cet instant, venant de cette période de Warhammer 40 000. À mon avis, et je croise les doigts, croisons les doigts, en commentaire dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, je lirai tous les coms, je pense qu'on aura un roman qui arrivera sur cet événement, et peut-être même un show sur Amazon Prime, car pour faire un show extrêmement épique, cet événement de la guerre céleste est littéralement parfait pour faire du grandiose qui sera magnifique à l'écran. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on a besoin en tant que fan de Warhammer. On veut une vidéo, ou plutôt une série ou un film qui met en avant notre univers extrêmement grotesque, violent et surtout anarchique, mais aussi sous stéroïdes H24. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez commencer Warhammer pour pas cher ou avoir votre imprimante 3D, c'est dans la description. Vous avez Elegoo, le meilleur partenaire de la chaîne avec Holy Energy pour les boissons saines. Tous les autres liens sont des liens affiliés. Cela permet d'avoir un petit pourcentage sur tout ce que vous faites comme achat. Et c'est comme ça que la chaîne perdure et que c'est grâce à ça que je fais autant de vidéos autant souvent. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, mangez bien, faites du sport et surtout, restez comme vous êtes. Bisous les gars.